Despensé naquit aux alentours de 1286, dans une famille noble d'importance moyenne. Ni son épée ni son lignage ne semblaient annoncer un destin extraordinaire. L'Angleterre était dominée par des maisons plus puissantes, avec des barons qui contrôlaient terre et armée, et par un roi, Édouard II, dont la faiblesse politique allait bientôt devenir légendaire. Sur cet échiquier médiéval, Despenseur n'était, au début, guère plus qu'un pion. Cependant, le hasard de la politique et son astuce personnelle lui offriraient l'opportunité de s'élever. La clé de sa transformation fut un mariage calculé. En 1306, il épousa Éléonore de Clare, petite fille du redoutable Édouard Ier et nièce du monarque régnant, Édouard Cogue. Ces noces furent plus que l'union de deux familles. Ce fut l'ouverture d'un passage direct vers la cour, vers l'intimité du pouvoir. À une époque où les liens du sang valaient plus que des armées, cette union fit de Despenser un parent gênant, mais proche du roi. Le jeune Hugues ne tarda pas à comprendre que le vrai pouvoir ne s'acquiert pas toujours avec des épées ensanglantées, mais avec des murmures dans les chambres royales. Tandis que d'autres chevaliers cherchèrent la gloire sur les champs de bataille, il cultivait la proximité avec un roi fragile, ayant besoin de compagnie et, surtout, de quelqu'un en qui avoir confiance. L'Angleterre, plongée dans des tensions internes, des guerres ratées en Écosse et un clergé divisé entre Rome et la couronne, était un terrain fertile pour les ambitieux qui savaient manipuler les faiblesses d'autrui. À partir de 1318, Despenser accéda au poste de chambellan royal, une fonction qui lui garantissait un accès quotidien au monarque. Dès lors, son ascension fut fulgurante. La cour le vit se transformer de courtisan discret à conseiller indispensable. La ligne entre amitié et dépendance devint floue. Était-ce le roi qui commandait? Ou était-ce le favori qui modelait la volonté du souverain? Les chroniques de l'époque décrivent Édouard II comme un homme plus enclin à la complaisance qu'à la discipline, incapable de freiner les passions de ses proches. Dépensé, sagace et sans scrupules, profita de cette faiblesse. Il ne cherchait pas seulement l'influence, mais aussi des terres, des richesses et des titres. Et il y parvint à un rythme aussi implacable qu'alarmant. Dans le sud du pays de Galles, il s'empara des propriétés des nobles locaux, étendant son domaine comme s'il était un roi sans couronne. Ce premier pas vers le sommet fut aussi le début de sa condamnation, car chaque acre conquis, chaque jugement manipulé, chaque décision prise dans l'ombre du pouvoir royal semait les graines de la haine. Les barons, gardiens d'un ordre féodal menacé, commencèrent à le percevoir non comme un rival, mais comme un ennemi existentiel. Les paysans murmuraient, les clercs s'inquiétaient, et dans les couloirs de la cour, le nom d'Hugues le Despenser était déjà prononcé avec un venin croissant. Mais qu'est-ce qui pousse un homme à franchir la ligne entre l'ambition légitime et la tyrannie flagrante? Despenser était-il un produit de son temps, un reflet de la corruption inévitable du pouvoir médiéval, ou un monstre qui trouva en un roi faible le véhicule parfait pour déchaîner sa cupidité? Ces questions résonnent encore aujourd'hui, car le début de son ombre ne fut pas seulement l'histoire d'un individu, mais l'avertissement de ce qui se passe lorsqu'un royaume entier dépend du caprice d'un favori. C'est ici que commence la tragédie d'Hugues le Despenser le Jeune. Non pas sur l'échafaud, non pas parmi les cris du peuple, mais dans un mariage qui le mena au cœur de l'Angleterre et le condamna à être haï comme peu d'hommes de son temps. En 1318, Hugues le Despenser le Jeune atteignit la position qui allait tout changer, chambellan royal. Ce titre, en apparence administratif, cachait un privilège unique, un accès intime et quotidien au monarque. Dès cet instant, il n'était pas seulement proche du trône, mais dans son ombre. L'Angleterre commençait à se demander, était-ce Édouard II qui gouvernait, ou était-ce l'homme qui murmurait à son oreille? La relation entre les deux fut interprétée de nombreuses manières par les chroniqueurs. Certains la décrivirent comme une amitié obsessive, d'autres insinuèrent un lien plus personnel et dangereux. Ce qui est certain, c'est que le roi, fragile de caractère et ayant besoin de soutien, trouvait en Despenser une force qui comblait ses lacunes. Pour la noblesse, cependant, ce favoritisme était intolérable. Un roi faible pouvait être supporté, un roi manipulé, jamais. Avec la confiance d'Édouard, Despenser commença à accumuler des terres à un rythme alarmant, particulièrement dans le sud du pays de Galles, où il devint propriétaire de châteaux, de villes et de rentes, délogeant des familles nobles qui avaient contrôlé ces terres pendant des générations.
Il le faisait avec des méthodes froides et calculées. Il manipulait les jugements, soudoyait les juges, forçait les héritages. Partout où sa main s'étendait, quelqu'un d'autre tombait en ruine. Le ressentiment grandissait comme un poison dans les couloirs des barons et dans les cuisines des paysans. L'Europe, en ces années-là, était marquée par des luttes internes similaires. En France, le roi tentait de réprimer les rébellions de vassaux ambitieux. En Castille et en Aragon, la noblesse s'affrontait à la couronne pour le contrôle des impôts et des territoires. Le schéma se répétait. Quand un monarque faible cédait le pouvoir à un favori, tout l'équilibre féodal chancelait. L'Angleterre ne faisait pas exception, et Despenser incarnait l'exemple parfait du favoritisme transformé en tyrannie. La Vita Eduardi Secundi, chronique proche des faits, le décrit sans détour. Tous les hommes tournèrent leur cœur contre lui à cause de son orgueil et de ses crimes. Ce n'était tout pas de simples rumeurs, mais un consensus généralisé. Despenser ne cherchait pas seulement la richesse, il cherchait la domination absolue, comme si l'Angleterre elle-même pouvait être façonnée à sa guise. Et cette perception fut ce qui le transforma peu à peu en l'ennemi commun de tous. Sur le plan psychologique, Hugues semblait convaincu que sa position auprès du roi le rendait intouchable. Son arrogance se traduisit par des gestes publics. Il ignorait les barons de lignage ancien, ridiculisait ceux qui osaient le questionner et se présentait aux cérémonies avec un luxe qui semblait insulter les autres nobles. C'était plus que de l'ambition, c'était la construction d'une image d'invulnérabilité. Mais plus la tour est haute, plus la chute est dévastatrice. La question inévitable se pose. Édouard II fut-il coupable de l'avoir permis? Beaucoup d'historiens le pensent. Le roi, aveuglé par sa dépendance émotionnelle, ne tolérait pas seulement les abus, il les soutenait. C'était comme si l'Angleterre avait deux couronnes, l'une visible sur la tête du monarque et l'autre invisible, tenue par les mains avides d'Hugues le Despenser. Pour les barons, la situation devint intenable. Leurs privilèges étaient en jeu, leur honneur bafoué et leur pouvoir féodal menacé. Ce qui commença par des murmures dans les salons se transforma bientôt en conspirations ouvertes. L'Angleterre s'acheminait sans le savoir vers une tempête qui éclaterait dans les années suivantes. L'ascension de Despenser ne fut pas un triomphe silencieux, mais un défi ouvert à l'ordre médiéval. Et dans ce défi se tramait son destin. Car dans un royaume où la loyauté était monnaie courante, il avait choisi de la faire payer trop cher. Vers 1320, le nom d'Hugues le Despenser le Jeune n'évoquait plus le respect, mais la crainte. Les couloirs de la cour et les villages du pays de Galles murmuraient le même mot, cupidité. Son pouvoir ne se mesurait pas seulement en terres et châteaux, mais en sa capacité à détruire quiconque se mettait en travers de son chemin. Le favoritisme du roi avait cessé d'être un secret et était devenu l'axe d'un gouvernement tordu, gouverné plus par caprice que par justice. Le chroniqueur de la Vita Eduardi Secundi l'exprima crûment. Tous les hommes tournèrent leur cœur contre lui à cause de son orgueil et de ses crimes. C'était une haine qui ne distinguait pas les classes. Les nobles, dépossédés de leurs terres, voyaient Despenser comme un bourreau déguisé en conseiller. Les paysans, soumis à des exactions de plus en plus dures, le percevaient comme le visage même de l'oppression. Et le clergé, inquiet de la manipulation des jugements et des héritages, l'accusait de pervertir non seulement les lois humaines, mais aussi l'ordre divin. Despenser utilisait les tribunaux comme une arme. Un ennemi pouvait se retrouver du jour au lendemain accusé de trahison, de fausses dettes ou de crimes inventés. Les procès étaient des pantomimes, les châtiments, inévitables. Dans cette Angleterre, la justice devint un spectacle de pouvoir, avec Despenser comme maître de cérémonie. On dit qu'il alla jusqu'à confisquer des terres entières simplement par le droit d'héritage de sa femme, ignorant toute opposition légale. Mais la peur ne reposait pas seulement sur des lois manipulées. Son arrogance était publique et calculée. Il se présentait aux réunions du Parlement comme s'il était un roi parallèle. Il parlait d'une voix autoritaire, interrompait ceux qui le défiaient et se montrait intouchable. Les barons qui avaient auparavant accepté l'influence des favoris royaux commencèrent à comprendre que Despenser n'était pas un homme de passage. C'était un cancer qui rongeait la moelle même du royaume.
À ce stade, il est nécessaire de regarder au-delà de l'Angleterre. L'Europe était pleine d'exemples similaires. En France, les conseillers royaux avaient de provoquer des guerres internes. En Italie, les cités-États souffrirent de la tyrannie de familles puissantes qui s'imposaient par l'intrigue. La figure du favori était courante au Moyen Âge, mais elle atteignait rarement l'arrogance absolue de Despenser. Comment un royaume pouvait-il survivre lorsque son souverain se livrait, presque corps et âme, à un homme haï de tous? Psychologiquement, Hugues semblait convaincu que sa position l'élevait au-dessus de la condition humaine. Pour lui, les ennemis étaient de simples obstacles. La justice, un ornement, et la loyauté, une monnaie d'échange. Dans son esprit, l'Angleterre se réduisait à un échiquier sur lequel il déplaçait les pièces, et le roi n'était que son roi d'échecs, protégé mais inutile sans sa main. La question qui résonne dans l'histoire est inévitable. L'ambition de Despenser fut-elle plus dangereuse que la faiblesse d'Édouard II? Car si le premier se crut immortel, le second fut le complice silencieux qui lui permit de se transformer en tyran. Le royaume de la peur était établi. Les nobles se taisaient, de peur de tout perdre. Le peuple supportait en silence, et le Parlement commençait à montrer des signes de rébellion. L'Angleterre était blessée, et toute blessure saignante exige tôt ou tard une réponse. L'ombre de Despenser s'étendait sur le royaume, mais chaque ombre a besoin de lumière pour exister. Et cette lumière, bien que faible, commençait à grandir dans la figure de ceux qui allaient bientôt se lever contre lui. L'année 1321 marqua la première tentative sérieuse de briser les chaînes que Hugues le Dépenser avait tissées autour de l'Angleterre. Une coalition de barons, excédée par sa cupidité et la faiblesse complice d'Édouard II, se leva en armes. Sous la pression de la noblesse et du Parlement lui-même, le roi n'eut d'autre choix que d'exiler le favori et son père, Hugues le Despenser l'aîné. Il sembla, du moins un instant, que le royaume respirait soulagé. Le bannissement de Despenser fut accueilli avec joie dans de nombreuses villes. Les chroniqueurs racontent qu'il y eut des célébrations publiques, comme si le royaume avait retrouvé une partie de sa dignité. Mais la joie serait éphémère. L'exil d'Hugues n'éteignit pas son ambition, il l'attisa. De loin, il planifiait son retour, et Édouard II, incapable de vivre sans lui, tramait déjà comment le faire revenir. En 1322, le scénario changea brutalement. Édouard réunit des forces loyales et déclencha une campagne de répression contre les barons rebelles. Ce fut une guerre courte, mais sanglante. Les opposants furent poursuivis, exécutés, dépossédés de leurs terres. Et au milieu de cette vague de vengeance, les Despenser revinrent triomphants. Mais ils n'étaient plus de simples favoris. C'étaient des bourreaux armés du pouvoir du roi. La fureur du retour se fit sentir avec une cruauté particulière dans le pays de Galles, où Hugues consolida sa domination avec une violence qui horrifia même ceux qui avaient auparavant craint de l'affronter. Les seigneurs des Marches, fiers de leur autonomie frontalière, furent écrasés sous son contrôle. Hugues se déplaçait comme un prince indépendant, imposant des châtiments, confisquant des fortunes et gouvernant d'une main de fer. Le retour de l'exilé fut pire que sa première ascension. Si auparavant sa cupidité était un scandale, elle se transforma désormais en une machine de vengeance. Les ennemis n'étaient pas seulement dépossédés, ils étaient détruits. L'Angleterre semblait gouverner non depuis le trône, mais depuis les murmures venimeux de Despenser. Comme l'écrivit plus tard un chroniqueur français, c'était comme si le roi était son prisonnier et le royaume entier son butin. À ce stade, l'histoire se transforme en une paradoxe. Plus Édouard II était faible, plus le pouvoir de son favori devenait brutal. Et plus Despenser était brutal, plus le roi était isolé du reste de son royaume. La symbiose entre les deux était toxique, mais inébranlable. Un souverain qui avait besoin d'un bourreau et un bourreau qui avait besoin d'un souverain. La leçon historique est claire. L'exil n'a jamais suffi. Lorsqu'un homme comme Despenser revient, il le fait avec la haine accumulée et la détermination de ne plus jamais tomber. L'Angleterre entra dans une spirale de violence où justice et vengeance se confondirent. Et chaque château pris devenait un symbole de la tyrannie renouvelée. Et ainsi, l'ombre qui semblait avoir été bannie revint plus sombre que jamais, annonçant que la véritable tempête était encore à venir. Une fois de plus consolidé au pouvoir après 1322, Hugues le Despenser le Jeune semblait invulnérable. Il avait survécu au bannissement, était revenu avec plus de force et exerçait désormais son autorité,
comme si l'Angleterre était son fief personnel. Dans le pays de Galles, il agissait avec une autonomie quasi absolue. Il confisquait des propriétés, dictait des sentences et humiliait les seigneurs des Marches qui, pendant des siècles, avaient défendu la frontière contre les envahisseurs. Sa conduite n'était pas celle d'un conseiller, mais celle d'un roi sans couronne. Ce fut son erreur fatale. Dans son avidité, il oublia que le pouvoir au Moyen Âge ne reposait pas seulement sur la force, mais sur l'équilibre entre les intérêts. La noblesse anglaise, jalouse de ses privilèges, ne tolérait pas d'être dépossédée sans cause. Les barons, unis par la rancœur, commencèrent à nouer des alliances improbables. Despenser avait réussi ce que peu d'hommes parvenèrent à faire, unir des ennemis inconciliables sous une même haine. Mais le coup le plus décisif vint d'où il s'y attendait le moins. La reine Isabelle de France, épouse d'Édouard II, humiliée pendant des années et reléguée à un rôle secondaire par la proximité obsessive entre son mari et Despenser, trouva dans cette offense une étincelle de rébellion. En elle se mêlaient le ressentiment personnel et le calcul politique. Le mépris du roi envers elle était aussi un mépris envers la France, sa terre natale. En 1325, Isabelle se rendit en France sous prétexte de négocier au nom du roi. Mais ce qu'elle tramait réellement, c'était une conspiration. Là, elle rencontra Roger Mortimer, un seigneur des Marches qui avait été emprisonné par Despenser et qui brûlait désormais de désir de vengeance. Ce qui les unit ne fut pas l'amour, bien que la chronique de l'époque suggère une relation intime, mais une cause commune, détruire l'homme qui avait réduit l'Angleterre à une ombre d'elle-même. L'erreur d'Hugues fut de penser qu'il pouvait gouverner par la peur sans conséquence. Sa vanité l'aveugla sur le fait que même une reine méprisée pouvait devenir un étendard de rébellion. L'histoire le démontre maintes et maintes fois. Aucun tyran n'est assez fort pour résister à l'alliance des humiliés. Cette année-là, les graines de sa chute étaient semées. L'Angleterre semblait encore sous son emprise, mais en France, dans les couloirs secrets où Isabelle et Mortimer conspiraient, l'effondrement se préparait. Despenser ne le savait pas, ou peut-être le pressentait-il et choisit-il de l'ignorer, confiant que sa proximité avec le roi le protégerait pour toujours. Ici se pose la question inévitable. Qu'est-ce qui est plus dangereux ? L'ambition démesurée ou la superbe de croire qu'il n'y aura jamais de représailles ? Hugues le Despenser commit les deux péchés, et au cœur de l'Europe médiévale, ces péchés ne restaient jamais impunis. En 1326, la tempête que Hugues le Despenser avait semée pendant des années éclata enfin. Isabelle de France, la reine humiliée, n'était plus seulement une consort reléguée, elle était devenue l'incarnation de la résistance. Avec Roger Mortimer, elle débarqua en Angleterre avec une petite armée. Ce n'était pas une force immense, mais elle portait en elle quelque chose de plus puissant que les épées, le ressentiment accumulé de tout un royaume. Les chroniques racontent qu'Isabelle refusa de retourner en Angleterre tant que Despenser resterait au pouvoir. Édouard II, aveuglé par son obsession, rejeta son exigence, et par cette décision, il signa sa propre sentence de mort et celle de son favori. Quand la reine posa le pied sur le sol anglais, l'effet fut immédiat. Elle ne trouva pas de mur de résistance, mais des portes ouvertes. Barons, clercs et même des villes entières l'accueillirent avec des acclamations, comme si elle était une libératrice plutôt qu'une envahisseuse. Le pouvoir de Despenser, construit sur la peur et l'avarice, s'effondrait comme un château de sable. Là où auparavant dominait le silence des soumis, surgissèrent des voix de rébellion. En l'espace de quelques semaines, le royaume qu'il avait gouverné d'une main de fer se retourna contre lui. Le peuple, las des abus, voyait en Isabelle la possibilité de justice. La métaphore de l'époque était claire. Le feu se répandit sur l'Angleterre comme dans un champ sec. La rébellion se propageait sans frein, et chaque noble qui rejoignait la cause de la reine affaiblissait encore plus Édouard et son inséparable conseiller. Pendant ce temps, le roi et Despenser, acculés, fuirent vers le pays de Galles, cherchant refuge parmi les rares qui leur étaient encore loyaux. Mais il n'y avait plus de refuge sûr. Psychologiquement, Hugues entrait en terrain inconnu. L'homme qui s'était montré invulnérable découvrait la fragilité de son pouvoir. La peur qu'il avait inspirée pendant des années se transforma en haine ouverte, et ceux-là même qui l'adulaient auparavant s'empressaient désormais de rejoindre ses ennemis. C'est ainsi que fonctionnent les marées de l'histoire.
La peur peut soutenir un trône, mais elle ne le protège jamais quand vient le moment de la chute. C'est ici que se pose une question cruciale. Pourquoi tant de personnes ont-elles risqué leur vie pour suivre une reine répudiée? La réponse va au-delà de la politique. Isabelle représentait quelque chose de plus profond, l'espoir de briser un cycle de corruption et d'abus. En elle, noble et plébéien, voyait non seulement l'épouse d'un roi faible, mais l'incarnation de la justice contre le bourreau qui avait pillé et humilié l'Angleterre. Le dénouement était de plus en plus proche. Édouard et Despenser fuyaient, mais le filet se refermait. L'Angleterre n'appartenait plus au roi ni à son favori. Elle appartenait à la fureur des dépossédés et aux clameurs de ceux qui exigeaient un règlement de compte. La chute, inévitable, avançait comme un fleuve en crue. Le 16 novembre 1326, près de Liantrizan, la fuite d'Édouard II et d'Hugues le Despenser prit fin. Tous deux furent hommes capturés, épuisés et sans armée pour les défendre. Celui qui fut autrefois l'homme le plus craint d'Angleterre était désormais réduit à un prisonnier tremblant, entouré d'ennemis qui attendaient avec impatience de le voir humilié. La reine Isabelle et Roger Mortimer, sachant que la justice du royaume ne suffirait pas, décidèrent que son procès devait devenir un spectacle politique. Le procès contre Despenser fut bref et sans possibilité de défense. Il était accusé de trahison, de vol, d'extorsion et d'avoir ruiné le royaume. Mais les accusations n'étaient que la surface. Ce qui était véritablement recherché était d'effacer son pouvoir de manière si radicale qu'il ne puisse jamais ressurgir. La sentence était déjà écrite avant qu'un seul mot ne soit prononcé. En réalité, ce procès ne fut pas un acte légal, mais un rituel. L'Angleterre n'avait pas besoin de preuves, elle avait besoin d'un symbole. Et Despenser, le conseiller qui s'était comporté comme un roi de l'ombre, était le bouc émissaire parfait. Les chroniqueurs signalent que la foule rassemblée pour entendre le verdict célébrait chaque accusation par des éclats de rire, comme s'il s'agissait d'une fête populaire. Le peuple, qui pendant des années avait supporté sa tyrannie, voulait voir non seulement sa chute, mais son anéantissement total. La théâtralité fut délibérée. Il fut également accusé d'avoir corrompu le roi, d'avoir manipulé sa volonté jusqu'à le réduire à une marionnette. Isabelle savait qu'en détruisant publiquement Despenser, elle ne vengeait pas seulement son propre honneur, mais elle dépouillait Édouard du peu de légitimité qui lui restait. La punition contre le favori se transforma en un procès contre le règne lui-même. Ici se pose un dilemme éthique qui résonne encore. Était-ce justice ou vengeance? Au Moyen-Âge, la frontière entre les deux était floue. Pour de nombreux contemporains, l'exécution de Despenser fut nécessaire pour restaurer l'équilibre rompu du royaume. Pour d'autres, ce fut une démonstration brutale que le pouvoir absolu ne se vint pas avec des lois, mais avec une violence exemplaire. Psychologiquement, Hugues affronta en ces jours sa plus grande contradiction. Il avait vécu convaincu que sa proximité avec le roi le rendait intouchable, mais au moment du procès, il était seul, abandonné même par ceux qui s'inclinaient auparavant devant lui. L'homme qui avait semé la terreur était maintenant contemplé comme une proie acculée. La peur qu'il inspirait s'était transformée en mépris collectif. Le procès se termina, comme on pouvait s'y attendre, par la condamnation à mort. Mais ce ne serait pas une simple exécution. Il ne suffisait pas de lui ôter la vie. Il fallait détruire sa mémoire, arracher ses symboles de pouvoir et exhiber sa fin comme un avertissement pour quiconque songerait à répéter ses pas. L'Angleterre ne voulait pas d'un cadavre, elle voulait un exemple. Et elle l'aurait, sous la forme la plus cruelle que l'imagination médiévale pouvait concevoir. Le 24 novembre 1326, dans la ville de Hereford, fut érigé un échafaud improvisé qui n'était pas seulement un instrument de justice, mais une scène de vengeance. Le condamné, Hugues le Despenser le Jeune, fut conduit devant une foule qui l'attendait avec une fin presque rituelle. L'homme qui pendant des années avait gouverné depuis l'ombre était désormais dénué de pouvoir, tremblant, transformé en objet de dérision de tout un royaume. La sentence fut conçue non pour exécuter, mais pour démembrer symboliquement le concept même de tyrannie. On lui plaça une couronne d'ortie sur la tête, comme une parodie cruelle de l'influence qu'il avait exercée sur Édouard de Seine. Traîné dans les rues sur une charrette couverte de cuir, il fut exposé comme le pire des traîtres. Les chroniques racontent que la foule l'insultait
jetait des ordures, célébrait chaque instant comme une fête macabre. La méthode de sa mort était la plus brutale que le droit anglais réservait, pendu, éventré et écartelé. On le pendit d'abord, mais on le descendit avant qu'il ne meure. Encore conscient, il fut attaché à une échelle où, selon les récits, il subit des tortures qui visaient autant à l'humilier qu'à purifier le royaume de sa corruption. Son cœur fut arraché et jeté au feu, comme symbole que la source de la cupidité devait être détruite. Vint ensuite la phase finale. Décapité et démembré, ses restes furent distribués entre les principales villes d'Angleterre. La tête fut exposée sur le pont de Londres, tandis que ses membres furent envoyés à York, Bristol, Douvres et Newcastle. Chaque partie de son corps devint un rappel sanglant qu'aucun homme, aussi proche du roi fût-il, ne pouvait supplanter la couronne. Le spectacle ne fut pas seulement une exécution, ce fut un catéchisme politique. L'Angleterre entière apprit, à travers l'horreur, ce qui se passait lorsque le pouvoir était exercé sans limite. Le peuple, qui pendant des années avait souffert sous son ambition, trouva une catharsis en voyant ses souffrances. Mais la question persiste. Jusqu'à quel point la justice médiévale était-elle justice? Et jusqu'à quel point était-elle un théâtre pour maintenir le contrôle du royaume? Comparée à d'autres exécutions dans l'Europe médiévale, celle de Despensers fut particulièrement cruelle et calculée. En France, les rebelles étaient décapités rapidement. En Italie, le poison ou la dague faisaient le travail en silence. L'Angleterre, en revanche, choisit le spectacle public, transformant la place en un autel où le sacrifice humain réaffirmait l'autorité royale. Pour Édouard II, prisonnier et humilié, contempler la mort de son favori dut être un tourment. L'homme en qui il avait placé toute sa confiance, celui qui était devenu l'extension même de sa volonté, était détruit non seulement physiquement, mais spirituellement. Et à ce moment, le roi comprit que la chute de Despenser était aussi la ruine de son propre règne. Ainsi s'acheva Hugues le Despenser le Jeune, non par la discrétion d'un exil, mais par la férocité d'une exécution publique conçue pour effacer son nom et sa mémoire. L'Angleterre avait retrouvé sa voie, mais au prix de se plonger dans une violence qui révèle à quel point le pouvoir absolu engendre non seulement la tyrannie, mais aussi la nécessité de vengeance collective. Après l'exécution d'Hugues le Despenser, l'Angleterre ne resta pas silencieuse. Elle fut marquée. Son corps, morcelé et dispersé dans les principales villes du royaume, devint un rappel vivant de ce que signifie abuser du pouvoir. La tête, plantée sur une pique sur le pont de Londres, était vue quotidiennement par les marchands, les pèlerins et les paysans, comme si la ville elle-même exhalait un message d'avertissement. Aucun homme n'est au-dessus de la couronne. Les restes envoyés à York, Bristol, Douvres et Newcastle renforçaient la leçon. Chaque ville qui recevait un fragment du tyran pouvait le montrer à son peuple comme un trophée et un catéchisme. C'était une pédagogie sanglante, propre au Moyen Âge, où la terreur servait à éduquer plus que les mots. Ainsi, le pouvoir qu'Hugues avait accumulé pendant des années fut défait en morceaux, littéralement pulvérisé dans la mémoire collective. Pour Édouard II, cependant, cela ne fut pas une victoire, mais le début de la fin. Prisonnier, réduit à l'ombre d'un roi, il contempla la destruction de l'homme qui avait été son favori, son confident, et, selon beaucoup, sa seule source de force. La chute de Despenser fut aussi l'amputation symbolique de son règne. Sans lui, Édouard se retrouva nu devant la noblesse et devant la reine Isabelle, qui dirigeait désormais les fils du pouvoir avec Mortimer à ses côtés. En moins d'un an, Édouard serait contraint d'abdiquer. Son trône passa aux mains de son fils, Édouard III, tandis que lui-même fut emprisonné et, selon certaines versions, assassiné dans des circonstances aussi cruelles que mystérieuses. La mort de Despenser et l'abdication du roi scellèrent la fin d'une ère marquée par des favoritismes malsains et des vengeances politiques. Sur le plan historique, l'écho de cette chute nous parle de la fragilité du pouvoir basé sur des liens personnels. Hugues ne gouvernait ni par droit ni par légitimité, mais par proximité émotionnelle avec un roi faible. Lorsque cette relation se brisa, tout son empire s'effondra du jour au lendemain. La noblesse, qui avait supporté sa tyrannie par peur, n'hésita pas à le détruire quand elle en eut l'occasion. L'écho résonna également en Europe.
des chroniques françaises et flamandes commentèrent la brutalité du châtiment, y voyant un exemple de la férocité anglaise. L'exécution de Despenser devint le symbole du destin des favoris trop ambitieux, un avertissement qui traversa les frontières. Sur un continent infesté de conseillers influents et de cours corrompus, l'histoire d'Hugues fut utilisée comme mise en garde. Le pouvoir sans limite ne meurt pas en silence, il meurt avec des cris et du feu. Et pourtant, il convient de se demander, l'Angleterre a-t-elle réellement changé après sa chute ? Ou a-t-elle simplement substitué un tyran à d'autres, répétant le cycle éternel d'ambition et de vengeance ? C'est peut-être là la véritable malédiction de l'histoire, que les échos du passé ne s'éteignent jamais complètement, ils se transforment seulement en de nouvelles ombres. L'exécution d'Hugues le Despenser le Jeune ne fut pas simplement la mort d'un homme, ce fut la démolition publique d'un symbole. L'Angleterre ne cherchait pas la justice au sens moderne, elle cherchait à purger un malaise collectif, à extirper la corruption qui était née dans les bras du pouvoir royal. Sa fin cruelle, avec le cœur jeté au feu et son corps dispersé dans tout le royaume, était un message qui résonnait sur chaque place. Le pouvoir absolu, lorsqu'il est exercé sans frein, est voué à une fin violente. Mais l'histoire de Despenser soulève aussi des questions qui transcendent le Moyen-Âge. Que se passe-t-il lorsqu'un souverain faible livre son royaume à un favori ambitieux ? Le tyran qui manipule est-il plus coupable que le roi qui le permet ? Édouard II, incapable de gouverner sans s'appuyer sur son conseiller, finit emporté par le même courant qui détruisit Hugues. La dépendance émotionnelle et politique le transforma en complice et finalement en victime de la même machine de haine qui l'avait alimenté. L'Europe était pleine d'exemples similaires. En France, en Castille, en Italie, les favoris royaux accumulaient des richesses et suscitaient le ressentiment. Mais la brutalité du cas anglais laissa une marque indélébile. Ici, pas de poison discret ni d'exil élégant, mais un sacrifice public. Le Moyen-Âge utilisait la peur comme outil de cohésion sociale. Et la mort de Despenser fut un sermon sanglant que toute l'Angleterre écouta. Sur le plan humain, son histoire est aussi un avertissement sur l'arrogance. Hugues crut que le pouvoir le rendait immortel, que les châteaux conquis et les jugements manipulés seraient son bouclier éternel. Il ne comprit pas que chaque ennemi humilié, chaque paysan dépossédé, chaque noble trahi ajoutait des pierres à la montagne qui l'ensevelit finalement. Son erreur fatale ne fut pas l'ambition en soi, mais l'aveuglement face à l'inévitabilité de la vengeance. Aujourd'hui, des siècles plus tard, nous nous demandons encore, apprenons-nous vraiment de ces leçons ? Le cycle de l'histoire semble répéter la même trame. Des leaders qui se croient intouchables, des peuples qui supportent en silence, et des rébellions qui éclatent quand la peur se transforme en fureur. C'est peut-être pourquoi la chute de Despenser reste si puissante. Ce n'est pas seulement un chapitre de l'Angleterre médiévale, c'est un miroir de ce qui se passe quand l'ambition ne connaît pas de limites. L'écho de son destin nous invite à réfléchir. Que ferions-nous face à l'abus de pouvoir ? Serions-nous des complices silencieux comme Édouard ou trouverions-nous le courage de nous rebeller comme Isabelle ? L'histoire n'offre pas de réponse toute faite, mais elle nous oblige à affronter l'inconfortable vérité que la tyrannie ne disparaît jamais. Elle change seulement de visage. Si cette histoire t'a fait réfléchir au danger du pouvoir absolu et au cycle de vengeance qui façonne notre passé, je t'invite à laisser ton commentaire, à partager tes réflexions et à t'abonner pour découvrir d'autres secrets sombres de l'histoire sur cette chaîne. Car, comme le démontre le destin d'Hugues le Despenser le Jeune, l'histoire ne se tait jamais. Elle murmure, elle crie et, parfois, elle saigne.